Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs. L'Europe n'a pas bonne presse ces jours-ci. On fustige fréquemment les lenteurs, les incompétences de l'Union européenne dans la gestion de la crise sanitaire, pour ne citer un exemple récent. Et des voix démagogiques s'élèvent pour prôner les avantages du chacun pour soi. Mais il n'est pas nécessaire d'être spécialiste d'histoire pour comprendre que l'Europe et la construction européenne sont le seul avenir possible de notre continent. Évidemment, cette construction n'est pas facile, elle est compliquée, peut provoquer des frustrations, des tensions, mais elle est également porteuse d'espoir, ce dont nous avons toutes et tous besoin. Personnellement, ça ne me rajeunit pas, mais je me souviens encore très bien de l'introduction de la monnaie commune, l'euro, qui est aujourd'hui une banalité, mais qui fut jadis comprise comme un pas significatif pour marquer l'Union européenne et l'identité européenne. Le Collège de France, depuis sa création en 1530, dans un contexte d'humanisme, s'est ouvert sur l'Europe dès le début, convaincu que la science, la recherche et la diffusion de la recherche ne connaissent pas de frontières. De nombreux professeurs et professeurs originaires des pays européens ont enseigné et enseignent aujourd'hui au Collège de France. Le Collège de France bénéficie d'une longue tradition de réflexion et de débat sur l'Europe qui n'a eu de cesse d'occuper les professeurs et chercheurs au Collège de France. Une des dernières manifestations de cet intérêt a été la chaire européenne qui avait été créée en 2016. Au vu des crises économiques, politiques, migratoires et sanitaires qui ne cessent de secouer l'Europe et des appels fréquemment renouvelés de renaissance ou refondation, beaucoup de professeurs du Collège de France se sont montrés intéressés à ce que le Collège s'engage dans le débat sur l'avenir de l'Europe. Pour cette raison, un groupe de professeurs, surtout, a décidé de créer le cycle Europe, que nous inaugurons ce soir. Et je voudrais remercier chaleureusement mes collègues Samantha Besson, Edith Hurt et Vinciane Pirenne, qui se sont engagés avec moi dans ce projet. Un grand merci aussi à la Fondation Hugo du Collège de France, qui a largement contribué à sa réalisation. Le cycle Europe, que nous allons inaugurer ce soir, accueillera toute réflexion, qu'elle soit historique, politique, économique, littéraire, religieuse, archéologique, sur l'Europe, en tant que continent, civilisation, culture, idées, valeurs, mythes, ordre ou culture juridique, institutions, organisations internationales ou marché. L'engagement européen du Collège de France se poursuivra d'ailleurs en automne par l'organisation d'un colloque, le colloque de rentrée, qui aura pour thème « Inventer l'Europe ». Ce soir, je suis heureux de pouvoir vous présenter le premier invité du nouveau cycle Europe, M. Luc van Middelaar. Luc van Middelaar est historien et philosophe politique. Il a obtenu son doctorat à l'Université d'Amsterdam en 2009 avec une thèse sur les origines et le développement de l'Union européenne. Il est professeur de droit européen à l'Université de Leiden et chroniqueur pour 2 grands journaux néerlandais. Luc van Middelaar a été la plume du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, en 2010 à 2014, et il est auteur de plusieurs livres. Son livre le plus récent est publié en français chez Gallimard et s'intitule « Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique ». Depuis sa publication originale en 2009, son ouvrage très remarqué « Le passage à l'Europe, histoire d'un commencement » a reçu, entre autres, le prix du livre européen 2012 et le prix Louis Marin de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc vous êtes la personne idéale pour ouvrir ce cycle avec 4 conférences autour du thème « L'Europe géopolitique, actes et paroles ». Dans ces conférences, Luc van Middelaar va traiter des aspirations de l'Union européenne à se montrer un acteur respecté sur la scène mondiale et à peser davantage sur le cours des événements. Ce vœu d'une Europe plus géopolitique, plus stratégique, voire souveraine, exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants, dont le président la France, ne se traduit que difficilement dans les actes. Pour Luc van Middelaar, si l'Europe veut retrouver un rôle d'acteur, elle doit sortir de la pensée universaliste
et intemporel où il a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Il doit assumer la finitude de l'espace et du temps. Réapprendre le langage du pouvoir, entamer en somme une vraie métamorphose, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Les 4 conférences que Luc Van Middelaar va donner seront suivies à l'automne 2021 et au printemps 2022 par 2 cycles d'intervention autour du thème « Les 2 Europes ». Et nous aurons le plaisir d'accueillir à l'automne le politologue Ivan Krastev et au printemps la professeure Angelika Nussberger, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, j'ai donc l'honneur et le grand plaisir de donner la parole à Luc Van Middelaar pour qu'il puisse ouvrir le cycle Europe du Collège de France avec une conférence intitulée « L'Europe face aux voisins russes et turcs, la frontière ». Mais avant, cher Luc Van Middelaar, il y a une tradition au Collège de France qui est certes très républicaine, mais qui aime aussi les symboles et surtout les médailles. Vous savez, en France, on aime beaucoup les médailles. Donc, j'ai votre médaille ici, Guillaume Budet, avec voilà, votre nom gravé ici. Fantastique. Qui est un petit signe de reconnaissance pour votre venue. Et donc, pour dire que vous êtes chez vous ici, nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, vous pouvez commencer votre conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis ici présents, chers téléspectateurs et auditeurs, Mesdames et Messieurs. Merci tout d'abord aux responsables du Collège de France de me faire l'honneur d'un accueil à cette vénérable tribune. Et merci à Madame la professeure Samantha Besson de me donner l'occasion d'ouvrir ce soir ce nouveau cycle Europe que vous avez pris l'initiative de lancer, l'administrateur vient de le rappeler, avec vos collègues Edith Hurd, Vinciane Pirenne et Thomas Rumer. Je ne vous cache pas le plaisir que j'éprouve d'être à Paris, en plus une belle journée de printemps, ne fût-ce que brièvement, étant donné les circonstances, après notamment le long séjour qui a marqué, vers l'an 2000, le doctorant venu de la lointaine Groningue et désireux de poursuivre sa formation à l'EHESS ici, auprès, entre autres, de Marcel Gauchet et de Pierre Rosanvallon. Depuis lors, la France a changé de monde, comme l'Europe. Et c'est de ce changement profond dont il sera question lors de ce cycle. Nous sommes le 24 mars 2021. Cela fait plus d'1 an que fait rage la première pandémie qui touche le continent européen depuis un siècle. Sur le plan pratique, elle nous impose le respect d'une distanciation, dont acte. Sur le plan intellectuel, en tant que fait politique et historique majeur, elle impose la réflexion. La crise de la Covid nous oblige à nous positionner, à nous repositionner en tant qu'Européens. Où sommes-nous exactement? Ou plutôt, historiquement. Nous verrons dans ce cycle, consacré à l'Europe géopolitique, qu'il s'agit là d'une double question. Où sommes-nous? Dans l'espace, et où sommes-nous? Dans le temps. Aujourd'hui, le thème de l'espace sera au centre de mon propos, et sous son aspect le plus marquant, la frontière. Dans les 3 conférences suivantes, nous ajouterons la dimension temps, qui est celle de la vulnérabilité et de la finitude, mais aussi celle du mouvement, de la capacité de changement, celle donc du récit, l'histoire qui nous entraîne du passé vers l'avenir. Vladimir Poutine, le président russe, redessine sans vergogne les cartes, envoie des empoisonneurs et des cybersoldats en Europe occidentale. Erdogan, son homologue turc,
nargue la frontière extérieure gréco-européenne à grand renfort de navires de guerre et de chantage aux réfugiés. L'homme fort de la Chine, Xi Jinping, s'engage dans une politique de division et de conquête par le moyen d'investissement et de vaccins. Tandis qu'aux États-Unis se répand le récit d'une nouvelle guerre froide, et sous Joe Biden, non moins que sous Trump. L'histoire est de retour. History is back, déclarait dès 2014 le président du Conseil européen, Donald Tusk. Or, les événements auxquels on a assisté depuis lors n'ont fait qu'accélérer le mouvement. Face à ces nouvelles et anciennes politiques de puissance, les dirigeants européens cherchent une réponse. Depuis son discours de la Sorbonne, prononcé ici à côté, le président Macron en appelle à la souveraineté européenne. La chancelière Angela Merkel, quant à elle, entend que nous prenions notre destin en main. Tandis que la présidente Ursula von der Leyen souhaite diriger une commission géopolitique et que le chef des affaires étrangères de l'Union, M. Borrell, affirme que celle-ci doit apprendre le langage de la puissance. Tous estiment que l'Europe doit devenir un acteur pour éviter qu'elle devienne un jouet des superpuissances. Cependant, l'approche géopolitique est plus radicale que ne le laissent soupçonner les notes d'orientation venant de Bruxelles, de La Haye ou de Rome. Je fais une prudente exception pour Paris. Cette approche représente une rupture, et c'est bien d'une rupture dont on a besoin. Dans ce cycle, je voudrais suggérer qu'il convient d'effectuer un changement d'éthos, de mentalité et de vision du monde. Afin de devenir acteur géopolitique, l'administrateur vient de le souligner aussi, l'Europe doit sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945 sur le plan des valeurs et sur celui de l'économie. Il lui faut assumer la finitude de l'espace et du temps, réapprendre le langage du pouvoir, entamer en somme une vraie métamorphose, et si celle-ci est douloureuse, elle peut être aussi libératrice. L'expérience enseigne toutefois que seule la nécessité pourra faire sortir les Européens de leur place privilégiée dans les coulisses de l'histoire, choc après choc, épreuve après épreuve. Plutôt donc que d'ajouter au cœur des exhortations qu'on entend régulièrement, nous examinerons ici comment les Européens réagissent depuis 2014 aux événements disruptifs et réorganisent leur union en conséquence. Et c'est ce réveil à contre-cœur, tel qu'il s'exprime en actes et en paroles, qui va nous occuper lors de ce cycle. Tentons une première esquisse de définition. Que faut-il entendre par géopolitique et pourquoi serait-ce une approche plus radicale qu'on ne pourrait le soupçonner? Pour ma part, je retiendrai trois notions clés: puissance, territoire, récit. La géopolitique est avant tout une politique de puissance. Plutôt que de s'en remettre au droit ou au marché, les acteurs engagent la puissance pour atteindre leurs objectifs. Sous quelle forme, en recourant à quels moyens, de quelle manière s'expriment-elles? Tout dépend de la situation. Puissance militaire et menace d'engager un conflit font partie de l'arsenal. Un pays qui possède ce que d'autres acteurs convoitent, ressources, crédits, technologies, ports, vaccins, dispose de moyens de pression, de même que celui qui peut empêcher l'accès à ces richesses. La puissance étant relative, un acteur augmente d'autant plus la sienne qu'il affaiblit celle de ses adversaires ou qu'il sape une alliance rivale. Deuxième concept clé, le territoire. La géopolitique est bien plus que de la politique de puissance, car elle inclut la géographie. Il s'agit donc des avantages ou de la vulnérabilité stratégique d'un pays par rapport aux fleuves, aux montagnes, aux déserts, aux océans et aux continents. Importe aussi le rendement des sources, l'état des sols et l'habitat, sans oublier les questions climatiques et migratoires. L'approche requiert une image de soi dans l'espace, la volonté de délimiter un territoire
et de tâter stratégiquement le terrain par rapport aux autres acteurs. Troisièmement, le récit. Le préfixe « géo » mettant la politique de puissance nez à nez avec l'espace délimité, celle-ci ne peut non plus se concevoir en faisant abstraction du sentiment de solidarité des gens à l'intérieur de ces balises. Le spectre est large d'un destin ténu d'expériences et d'intérêts partagés à une vraie communauté sociale et culturelle de valeurs, de normes et de coutumes. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs géopolitiques sont plus forts lorsqu'ils parlent au nom d'une communauté. Ils ont donc intérêt à maintenir, modeler et propager une mémoire commune, une histoire pourtant sur un nous. Bien sûr, il est possible de jouer la puissance, le territoire et le récit sur de nombreux registres différents. Mais celui qui néglige l'une des trois notions joue sur notre tableau. Tout acteur géopolitique sérieux agit à partir d'une volonté, montre une conscience de l'espace et raconte une histoire qui lie le passé, le présent et l'avenir d'une communauté donnée. Tel est notre point de départ. Ces premières définitions formulées, la faiblesse de l'arsenal de l'Europe pour mener à bien une action géopolitique saute aux yeux. Certes, à partir de 1950, 6 États ont fondé un nouvel ordre européen, la France, la RFA, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Si leur communauté a représenté une aubaine pour la prospérité et la stabilité dans l'après-guerre, elle ne les a en rien préparés à mener une politique étrangère commune. Pire, les concepts géopolitiques clés, puissance, territoire, récit, ont été gommés de la doctrine de Bruxelles, pour ne pas dire déclarés tabous, surtout après l'échec de la CED en 1954 et avec l'intégration économique par le droit et le marché privilégiée depuis lors. Ce tabou se ressent particulièrement quant au concept de puissance. Et c'est compréhensible. L'expérience de l'autodestruction européenne des 2 guerres mondiales a conduit à une méfiance toute naturelle et tangible vis-à-vis des revendications et des différences en matière de pouvoir. Dans l'esprit de certains fondateurs européens, le droit visait avant tout à tempérer la puissance. Quant aux dirigeants français ou britanniques trop sûrs d'eux-mêmes, De Gaulle, Thatcher, on les a accusés d'apostats de l'esprit communautaire. Vis-à-vis de l'extérieur, la jeune communauté européenne ne croyait pas plus devoir afficher de la puissance, mais uniquement faire du commerce, promouvoir la démocratie ou fournir des aides aux pays en voie de développement. Certes, après 1989, les États ont transformé leurs liens en une union, ce qui les amenait aussi à s'interroger sur la sécurité et la défense. Cependant, on a continué à considérer cette Europe au-dessus de la mêlée, comme un acquis moral, commercial et historique, ce qu'on appelait la puissance normative. Le hard power, c'était pour les autres. Tout aussi manifeste la sous-estimation des continuités historiques, de la nécessité d'un récit ancré dans le temps. Et plus patente encore, l'aveuglement de Bruxelles pour la géopolitique dans son rapport au territoire et aux frontières, notre sujet du jour. Penser, définir une frontière est resté longtemps tabou. Où l'Union s'arrête-t-elle ? Il était impossible d'en parler, il est presque aujourd'hui encore impossible d'en parler. Après 1950, les institutions bruxelloises trouvèrent leur vocation, éliminer les frontières intérieures. Les frontières apparaissaient alors comme des reliques du monde d'hier, celui des États souverains. Ce puissant fantasme fondateur a ressurgi lors de la pandémie. Dans la panique du printemps 2020, la fermeture des frontières intérieures a préfiguré la fin de l'Union en tant que telle.
on n'a pas manqué d'y voir un retour de la guerre ou de la dictature. Ainsi, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, déclarant devant le Parlement, je cite, « Nous vivons un voyage dans une machine à remonter le temps vers un lointain passé sombre. Il nous faut vite retourner à l'avenir. » Frontières fermées égale entre-deux-guerres, verdict un petit peu disproportionné. C'est bien cette allergie aux frontières qu'ont ressenti beaucoup de critiques de l'Union européenne, peut-être en France plus qu'ailleurs. Pour faire bref, de Gaulle, qui appela la Commission « quelque aréopage technocratique », à Régis Debray, l'Europe fantôme, en passant par Hubert Védrine. Mais ils n'ont pas forcément tort à cet égard, à cette nuance près qu'ils oublient que l'Union change, y compris dans son rapport à la frontière, et c'est ce que j'entends montrer aujourd'hui. La donne commence en effet à changer en 1989, avec la chute du mur de Berlin. Si l'abolition des frontières intérieures est une chose, elle n'en sait pas celle des frontières extérieures. Bien au contraire. Dans le traité de Maastricht, 1992, les États membres ont posé qu'ils voulaient jouer ensemble un rôle sur la scène mondiale. Ce simple vœu reflète une épreuve de force avec les autres acteurs. L'exploration à tâtons des sphères d'influence y inclut des frontières géographiques, ce qu'on se refusait toutefois toujours à formuler. Un défaut révélé lors de l'adhésion de nouveaux membres. Bien sûr, déjà avant 1989, la communauté s'était étendue vers l'ouest et le sud de l'Europe, le nombre de membres passant de 6 à 12, dont le Royaume-Uni et l'Espagne. Après la fin de la guerre froide, elle s'étendit vers le nord en 1995, vers l'est en 2004 et vers le sud-est en 2007 et 2013, jusqu'à la Roumanie. C'était là autant d'étapes vécues comme une expansion d'un projet de civilisation économique et non comme une extension de puissance face à des adversaires. Jusqu'au moment où, en Ukraine, la Russie cria « halte » et que la Turquie fasse marche arrière. Ici s'impose une brève parenthèse institutionnelle, d'autant que ce cycle de conférences s'est accueilli, chère Samantha Besson, par la chaire du droit international des institutions du Collège. C'est que cette myopie géopolitique surprend un peu moins dès lors qu'on considère la répartition des compétences diplomatiques entre Union et États membres. En allant un peu vite, on pourrait dire que l'UE assume les valeurs, droits de l'homme, démocratie, aide au développement, prospérité grâce au commerce, tout ce qui est soft power. Cela porte pour l'essentiel sur des actions fondées sur des principes juridiques et humanitaires à propos desquels la Commission peut prendre l'initiative, y compris financièrement, et les pays peuvent s'entendre relativement rapidement. Quant aux États membres, ils se réservent le domaine des intérêts stratégiques, diplomatie classique, choix géopolitique, affaires de frontières, guerre et paix, le hard power. Ils ont certes transféré des compétences à l'Union, puisqu'il existe une politique étrangère et de sécurité commune, mais celle-ci demeure limitée à la coordination plutôt qu'à l'exécution. Au plan institutionnel, le contrôle décisif repose sur les gouvernements nationaux réunis au sein du Conseil européen et en Conseil, donc au niveau des chefs d'État et des gouvernements et des ministres, chacun disposant en général d'un droit de veto, histoire de tenir compte de la divergence des visions stratégiques et d'intérêts entre États. Cette division du travail a conduit à des pratiques sectorialisées et des champs sémantiques séparés, à des structures administratives et diplomatiques distinctes, surtout en l'absence d'une grande stratégie géopolitique commune. Donc on voit le tableau, nous avons les valeurs communes d'un côté, intérêts nationaux
De l'autre, ce qui semblait faire cruellement défaut, c'est un forum pour déterminer les intérêts stratégiques de l'Union en tant que club d'États membres au sein du monde, de l'Union dans son ensemble. Le service diplomatique européen, mis en place en 2009 pour jeter une passerelle entre Bruxelles et les diplomaties nationales, ne contribue guère à combler ce manque. On ne parvient même pas à formuler et à définir les intérêts en question en un langage stratégique. Comme l'a dit un grand diplomate français et européen, Pierre Vimont, et je cite, « Des processus sont proposés, des principes sont articulés, des instruments sont mis à jour, mais l'ensemble donne l'impression de flotter dans un vide politique et stratégique d'où ont été évacués les rapports de force, les antagonismes ou les lignes de fracture entre nations. » Fin de la citation. C'est bien sur ce point que les deux grandes crises frontalières entre 2014 et 2016 ont eu l'effet d'un réveil brutal. Ces événements ont entraîné une percée au forceps. Ils ont révélé et la nécessité de penser en termes d'une frontière commune et l'existence d'un forum stratégique, le Conseil européen des chefs de gouvernement. Ce dernier a assumé à plusieurs reprises le rôle de stratège qui fait autorité, s'imposant comme le plus naturellement capable d'envisager tous les intérêts d'un seul tenant, tant à l'égard de la Russie que de la Turquie, comme nous allons le voir. D'abord, la Russie. Avec la Russie, l'enjeu, c'est bien une confrontation avec le principal opposant du continent. Pas de meilleur test pour l'action proprement géopolitique de l'Europe, d'autant plus quand l'enjeu est territorial. La guerre froide terminée, que devient l'immense espace entre la Russie et les structures européennes atlantiques? Ça, c'était la question. Nous parlons des 6 pays voisins à l'Est, ancienne République soviétique, dont 3 partagent une frontière avec au moins l'un des États membres, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie. Les 3 autres sont situés entre la Russie et la Turquie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Sur les 6, l'Ukraine, avec 45 millions d'habitants et une superficie quand même supérieure à celle de la France, est de loin le plus important, et c'est sur elle que porte le véritable enjeu. Resituons le contexte. Côté occidental, au printemps 2008, Washington se dit prête à accepter l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie au sein de l'OTAN. Mais Paris et Berlin s'y opposent, en particulier pour éviter que la Russie ne se sente encerclée. Des escarmouches entre Moscou et Tbilissi en été 2008 semblent justifier cette prudence européenne. Peu après, l'Union invite, à l'initiative de la Pologne et de la Suède, les 6 voisins à participer à un partenariat oriental, un cadre de coopération qui pourrait déboucher sur un accord d'association. Parallèlement, Moscou développe une autre solution. En 2010, la Russie fonde avec la Biélorussie et le Kazakhstan, et encore plus loin, l'Union douanière eurasienne, un projet d'intégration économique basé sur le modèle bruxellois, auquel le Kremlin aimerait voir se joindre l'Ukraine aussi. Ces évolutions placent le président ukrainien Viktor Yanukovych dans un étau. Au départ, il affiche une posture transactionnelle, tel un commerçant qui manœuvre pour voir quel acheteur va être le plus offrant. Les négociateurs bruxellois, bien déterminés à ne pas tomber dans ce manège, sous-estiment du coup la difficulté fondamentale qui se cache derrière l'opportunisme apparent de Yanukovych. L'Ukraine, soit littéralement le pays à la frontière, ne peut choisir. Choisir entre Bruxelles et Moscou constitue un déchirement. Une partie de la population aspire à relever la modernité européenne, une autre reste attachée aux liens avec la Russie. Il s'agit donc d'un choix on ne peut plus politique. Le Kremlin le comprend bien mieux que Bruxelles.
2 épisodes nous éclairent sur ce réveil géopolitique européen. Premier épisode, le sommet de Vilnius de novembre 2013, qui a lieu entre les 28 dirigeants de l'Union et les 6 dirigeants des voisins de l'Est. La grande question du jour, le président Yanukovych va-t-il, oui ou non, et malgré la pression russe, signer l'accord avec l'UE? Loin des micros, il révèle qu'il envisage 2 issues à son dilemme. La première, c'est que l'Europe paye des millions pour compenser les pertes à l'exportation que subirait son pays en raison des mesures de rétorsion russes auxquelles on s'attend. Le club européen est frileux. La seconde issue, pourquoi pas une double adhésion, être membre des 2 clubs, le partenariat avec l'Union européenne et l'Union douanière eurasienne. Bruxelles s'y refuse, ce serait enfreindre les règles de l'OMC. Le lendemain, toujours à Vilnius, le président ukrainien apparaît en public, l'air sombre, un sourire insipide aux lèvres. Il sait que quelque chose s'est fissuré. Extrêmement déçus, les présidents bruxellois annoncent toutefois que leur offre de ce partenariat reste valable. Le président de la Commission, Barroso, explique pourquoi il rejette l'idée de discussion entre l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Je le cite, « Inacceptable. Un accord commercial bilatéral avec un pays souverain ne nécessite pas le moindre accord trilatéral. » Fin de la citation. Suffisance bureaucratique, peut-être, de toute façon, absence de lecture géopolitique. De fait, l'Ukraine se trouvait prise en étau entre 2 récits irréconciliables, 2 histoires qui se parlaient en un dialogue de sourds. Avec son regard de stratège, le Kremlin a naturellement perçu une Union européenne animée de velléités d'expansion. Telle a été sa lecture de l'accord d'association qui, outre 300 pages relatives aux règles commerciales, en compte aussi 12 sur la coopération politique, lesquels comprennent un paragraphe obscur sur la défense dont personne à Bruxelles n'a voulu évaluer la portée géopolitique. L'Union européenne refusait de se prononcer en termes de sphère d'influence. Là, le sentiment, c'était franchement, une telle conception du XIXe siècle était indigne du XXIe. À la rivalité d'ordre politique, elle opposait un récit d'interdépendance économique. Le président du Conseil européen, Van Rompuy, présentait l'accord commercial comme avantageux pour toutes les parties, y compris la Russie voisine. Ce principe commercial gagnant-gagnant constitue le fondement même de l'Union. Quiconque pense ou agit différemment se met hors jeu. Cet autisme conceptuel s'est manifesté à Vilnius dans toute sa splendeur quand le président Barroso a affirmé d'une voix ferme, sans même mentionner l'homme fort du Kremlin, et je le cite, « Cet accord est pour quelque chose et non contre quoi que ce soit. Il est pour la démocratie, la stabilité et la prospérité. Il n'est pas contre quelqu'un, car je ne crois pas que quiconque puisse être contre la démocratie, la stabilité ou la prospérité. » Ainsi, fin 2013, les Européens se croient encore dans un monde sans rupture, qui n'oppose pas de choix tragiques à opérer. Ça ne durera pas. J'en viens au 2e grand épisode de la rencontre avec le voisin russe, qui a lieu à Munich et à Minsk, début 2015. Je passe donc sur tous ces événements qui ont eu lieu, la révolte du Maïdan de l'hiver 2014, la prise de la Crimée par les Russes fin février, suivi des sanctions européennes d'abord diplomatiques puis économiques, afin de me concentrer sur la guerre en Ukraine orientale, où des milliers de soldats et de civils meurent sans qu'aucun cessez-le-feu le tient. En janvier 2015, les combats reprennent de plus belle. Les insurgés pro-russes lancent une offensive dans le Donbass.
on redoute toujours plus une propagation de la guerre. À Washington, l'appel à soutenir militairement l'Ukraine gagne en consistance. Et les républicains et les démocrates influents veulent livrer des armes. Il faut bien que les pauvres Ukrainiens tenants de la liberté puissent se défendre contre le méchant Poutine. Mais cela produirait une escalade dramatique. Kiev demande des armes de pointe, qui, pour être utilisées, supposent l'envoi d'experts américains. En un rien de temps, États-Unis et Russie, les deux plus grandes puissances nucléaires, risqueraient de s'affronter par pays interposés. Une guerre par procuration sur le sol européen, un vrai scénario cauchemardesque. Avec François Hollande, Angela Merkel prend alors l'initiative. On garde en mémoire sa prise de parole le 7 février 2015 lors de la conférence de Munich sur la sécurité. À peine rentrée de Moscou et de Kiev, elle s'adresse à un auditoire critique. Au premier rang ont pris place le nouveau président ukrainien, Poroshenko, le sénateur américain va-t-en-guerre John McCain, ainsi que le vice-président américain Joe Biden. Le reproche de appeasement, l'apaisement, plane sur la séance. La tactique des lâches face à des adversaires dangereux, celle de Chamberlain face à Hitler en 1938. Pourquoi nous priver des armes que Poutine utilise ? Demande le public courroucé après son discours. Merkel, et je cite, « Le problème, c'est que je ne peux imaginer une situation dans laquelle l'armée ukrainienne mieux équipée impressionnerait Poutine au point qu'il en viendrait à accepter de perdre la face militairement. Telle est la réalité avec laquelle nous devons faire. Une aide militaire signifierait plus de victimes et non une défaite russe. » Ces propos malmènent quelque peu notre perception du bien et du mal. Le mercredi 11 février, quelques jours plus tard, tous les efforts convergent à Minsk. Dans le palais du président biélorusse, Loukachenko, les 4 dirigeants Merkel, Hollande, Poutine et Poroshenko parlent toute la nuit des conditions d'un cessez-le-feu. Un peu plus loin, dans la ville, les chefs des rebelles pro-russes négocient avec une envoyée suisse de l'Organisation européenne de sécurité. À 8 heures du matin, après 14 heures d'échange, les 2 chefs rebelles refusant le texte proposé, on risque d'aller à l'affrontement. Poutine se retire alors dans un bureau, leur téléphone, ils finissent par signer le document. À 11 heures, Merkel et Hollande, habités d'un mince espoir, prennent l'avion pour Bruxelles où leurs homologues les attendent au Conseil européen. Si la guerre n'est pas terminée, du moins l'escalade a-t-elle été évitée, on a préservé une chance de faire la paix. À Munich et Minsk, Merkel fait aussi peu cas des discours des faucons occidentaux qui diabolisent Poutine que de l'image contraire envoyée par la propagande moscovite d'un Kiev en proie aux fascistes. Elle préfère lire la situation en termes de puissance. Ce qu'elle voit, dans cette guerre ukrainienne, l'Occident n'a pas la volonté de l'emporter, la Russie, celle de la perdre. La paix suppose un compromis. En plus d'un cessez-le-feu entre les parties rivales, un compromis à long terme entre l'Europe et les États-Unis d'une part, la Russie d'autre part, sur une architecture assurant la sécurité du continent dans son ensemble. Même si les conditions effectives n'ont jamais été satisfaites depuis, on décèle les prémices d'un tel compromis, dans l'accord de Minsk. J'en tire une conclusion provisoire. La bataille d'Ukraine a redonné vie à de vieilles images belliqueuses de la guerre froide, tant à Washington qu'à Moscou. Ainsi, le conflit est devenu un moment à la fois dangereux et existentiel.
Pour l'Union européenne, ce fut aussi le moment d'une prise de conscience géopolitique et de premiers pas prudents vers son indépendance politique. Au fond, les accrochages à la frontière orientale, le Donbass en 2014-2015, la Géorgie en 2008, ont mis à l'ordre du jour rien de moins que l'émancipation géopolitique européenne à l'égard des États-Unis. Après l'invasion de la Crimée, l'UE et les États-Unis adoptèrent durant plus ou moins un an la même position, à savoir un alignement des sanctions frappant la Russie. L'entente va se fissurer sur la question de la fourniture d'armes à Kiev. La résistance germano-française suscite beaucoup de frustration à Washington. Mais je pense que l'hésitation à livrer des armes à Kiev s'enracinait dans l'expérience de ce que permet la politique. Alors que le courant dominant de la politique étrangère américaine de l'après-guerre voit des démons partout et aimerait éradiquer sans traîner le mal dans le monde, les Européens sont marqués quant à eux par l'irrémédiable tragique de l'histoire. Et en entendant des circonstances plus favorables, il faut parfois savoir se contenter d'endiguer le mal. Une optique, je signale, qui elle aussi suppose du courage et de la détermination, puisqu'on ne va pas manquer de vous traiter de lâches et de traîtres. Cher public, c'est à l'occasion d'une autre crise géopolitique, non à la frontière orientale de l'Europe, mais aux frontières méridionales, non à la suite de l'apparition de bonshommes verts non identifiables en Crimée, mais à la suite de celle de gilets de sauvetage orange bien visibles sur les plages grecques, qu'un tel dilemme tragique s'est révélé dans toute sa force au public européen. Et on en vient ici, vous l'avez compris, à la Turquie. Et au tournant de réel politique des années 2015-2016, ce moment clé qui prépare aussi nos 3 conférences à venir. Avec la Turquie, bien sûr, l'Union européenne entretient des relations bien différentes qu'avec la Russie. Non pas un ancien rival de la guerre froide, mais depuis 1949, un membre de l'OTAN, à laquelle la plupart des membres de l'UE appartiennent eux aussi. Donc, des questions de frontières d'une toute autre nature se posent, non pas, ou du moins en 2015, pas encore, non pas celle du territoire et de la sphère d'influence, mais celle de la politique identitaire et du trafic frontalier. Tout d'abord, c'est la question du dedans et dehors qui se pose. La Turquie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis 1989, ayant frappé à la porte déjà en 1961. L'enthousiasme pour une adhésion s'est estompé de part et d'autre. Cela n'a pas encore provoqué une rupture. Là voilà une crise encore en suspens, en quelque sorte. Ces relations difficiles en disent autant sur l'image que les Européens ont d'eux-mêmes que sur la Turquie. L'administrateur en a parlé. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce que c'est un club chrétien, post-chrétien, continental, civilisationnel, pardon? Cette question « Qui sommes-nous » fera l'objet des 2 dernières conférences ici au Collège. Deuxièmement, la Turquie nous force à penser la question de la frontière matérielle, la ligne westphalienne sur la carte et sur le terrain, cette ligne que franchissent voyageurs, migrants, réfugiés, celle que doivent gérer, contrôler, garder les autorités publiques. Une frontière qu'on partage aussi, pacifiquement ou non, avec nos voisins. Cela s'est manifesté lors d'une des plus graves crises ayant frappé l'Union au cours de la dernière décennie, celle des réfugiés des années 2015-16.
On se souvient un peu du contexte. 1,250 million de réfugiés demandant l'asile dans l'UE en cette seule année 2015. Les images des traversées dramatiques de la mer Égée à partir de l'été, des îles grecques surpeuplées, des charrettes traversant les Balkans, mais aussi les querelles empoisonnées entre États membres sur la répartition des demandeurs d'asile, la fracture dans l'opinion publique partagée entre l'impératif de charité et le désir de contrôle. Je me contente de souligner un seul épisode, le plus crucial en ce qui concerne notre propos, la conclusion du fameux accord entre l'UE et la Turquie en mars 2016, il y a exactement 5 ans. Mais je voudrais commencer par le sommet du 23 septembre 2015, donc 6 mois auparavant. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, rappelle alors à ses pairs qu'il y a en Syrie 8 millions d'habitants chassés de leurs maisons, plus 4 millions dans les pays voisins. Autrement dit, 10 millions de potentiels réfugiés, et cela, dit-il, sans même évoquer l'Irak, l'Afghanistan ni d'autres contrées. Sa conclusion, je cite, « Nous devons corriger la politique des portes et fenêtres ouvertes. La priorité devrait maintenant consister à protéger de manière appropriée nos frontières extérieures et à apporter une aide extérieure aux réfugiés et aux pays voisins. Le contrôle des frontières extérieures communes sera dorénavant le mot d'ordre. Mais comment faire ? Le point vulnérable se révèle être la Grèce. En octobre 2015, 200 000 migrants traversent la mer Égée depuis le littoral turc en un mois. Un record absolu. Chaos sur les îles grecques, dans le port du Pirée, sur les routes qui mènent vers le nord. Et le recours à l'aide turque s'avère indispensable pour endiguer le flux. Il arrive que pareille délégation du contrôle des frontières fonctionne. De même que les autorités italiennes ont travaillé durant des années avec les dirigeants libéens Kadhafi pour contrer les trafiquants d'êtres humains, de même, les autorités espagnoles ont développé, à partir de 2006, de bonnes relations de travail avec le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie. Par la suite, beaucoup moins de migrants ont tenté la traversée pour atteindre les îles Canaries au sud de l'Espagne. Parallèlement, l'expulsion de migrants irréguliers rencontrait moins de difficultés. Pourquoi ces pays ont-ils coopéré avec l'Espagne ? Il s'agit d'une question de services à rendre et de relations transactionnelles, de menaces et de promesses. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Quid pro quo. Les contrats commerciaux et l'attribution de visas sont des contreparties indubitables aux mains de l'Union européenne. Cependant, d'autres choses moins avouables se déroulent en coulisses. Le secret de Polichinelle, pot de vin aux douaniers marocains, coopération entre services de renseignement, voire fourniture d'armes, on ne sait pas trop. Pudiquement, les autres membres et les institutions bruxelloises ferment les yeux. Tant que vous réglez le problème, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et là, on devine la difficulté qu'il y a à conclure un accord avec la Turquie. Et on comprend pourquoi celui-ci a conduit l'Europe à la perte de son innocence géopolitique. Qui allait négocier ? Quels étaient les enjeux ? Qui allait se salir les mains, si je peux dire ? Qui allait assumer les responsabilités ? C'est qu'une négociation bilatérale Grèce-Turquie, sur le modèle de ce qu'on a vu avec Italie-Libye ou Espagne-Maroc, n'avait pas de sens compte tenu de la situation et de la différence de poids géopolitique des deux protagonistes. Situation d'ailleurs dont on a pu de nouveau être témoin lors des tensions plus récentes en Méditerranée orientale. Politiquement et financièrement, Athènes apparaissait trop faible. En plus, ce n'est pas la Grèce qui attirait les migrants, mais l'Europe, et en premier lieu l'Allemagne. De notre côté, une négociation germano-turque sur le contrôle de la frontière gréco-turque, quitte à la considérer comme la frontière Schengen-turque, quand même un petit peu étrange et pas forcément bienvenue.
Pourtant, on semble apprendre ces directions. Entre octobre 2015 et mai 2016, Merkel ne se rendit pas moins de 5 fois à Ankara pour y rencontrer le président Erdogan, qui ne manqua pas de montrer ses muscles. L'Allemagne, toutefois, ne pouvait parler au nom de l'Union. Il convenait d'ancrer tout accord dans le creuset européen. Dans la transaction, le quid pro quo, au quo du contrôle des frontières souhaité, s'ajoute en effet le quid de la contrepartie. Outre un soutien financier de l'UE, Ankara réclamait un accès facilité au visa pour ses citoyens, ainsi que la réouverture des négociations d'adhésion, alors au point mort. Voilà pourquoi la Commission négocia un plan d'action UE-Turquie que finalisa le Conseil européen des chefs de gouvernement au grand complet le 29 novembre 2015, en présence du Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Donc là, on voit comment, à travers Berlin et Bruxelles, Ankara négociait avec l'Union dans son ensemble. Cependant, la différence des forces en présence saute aux yeux. L'Union, en tant qu'Union, n'est pas armée pour jouer les durs à cuire. Elle n'est pas un État, elle ne dispose pas de services de renseignement, ni d'oubliettes où des pots de vin passent de la main à la main. Des voisins autoritaires du calibre de Poutine ne se privent pas de se moquer de cette faiblesse. De même, quelques semaines avant l'accord de novembre, le président turc Erdogan, lors d'un entretien avec Tusk et Juncker, ne mâcha pas ses mots alors que ce qu'on lui proposait le contrariait. Erdogan: rien ne nous empêche d'ouvrir les portes de la Grèce et de la Bulgarie à tout moment et de mettre les réfugiés dans des bus. Tusk: même si ce n'est pas simple à 28, nous voulons vraiment conclure un accord avec vous. Erdogan, en rhétoricien: alors, comment allez-vous traiter les réfugiés sans accord? Les tuer? Quand parvinrent les images dramatiques de femmes et d'enfants syriens pris dans la neige des Balkans, quand les estimations pour la nouvelle année s'élevèrent à 2 millions de migrants, alors la panique s'empara de beaucoup. Le 4 janvier 2016, même la Suède, pourtant accueillante, introduit des contrôles sur le pont qui marque sa frontière avec le Danemark. Schengen, le marché intérieur, l'euro, tout va disparaître si on ne maîtrise pas la crise des réfugiés, annonce Juncker dans son discours du Nouvel An. La question clé de cet hiver-là: fermer les frontières extérieures communes, certes, mais avec ou sans la Grèce. Plan A, le plan d'Angela, avec la Grèce. Ce plan entend poursuivre sur la voie empruntée avec la Turquie depuis quelques mois. Il convient surtout de faire cesser l'activité de tous les passeurs à la frontière turco-grecque, un service qui a un prix élevé. Quant à l'impératif de bienveillance, on peut décourager les migrants de risquer leur vie en mer sans pour autant renier notre hospitalité, dans la mesure où nous renvoyons ceux qui arrivent en Grèce, mais accueillons des demandeurs d'asile qui sont dans des camps turcs près de la frontière syrienne. Le plan A semble être la seule façon pour l'Europe de rester fidèle à elle-même. Plan B, le B du barrage des Balkans. Rien ne nous oblige à garder à tout prix dans Schengen un État qui ne défend pas ses frontières, la Grèce, et nous refusons le chantage des gardes frontières d'Erdogan. Nous pouvons nous-mêmes rétablir le contrôle en fermant la route des Balkans vers le nord, donc qui passe entre la Macédoine, la Serbie, la Slovénie et l'Autriche, autrement dit en fermant la frontière gréco-macédonienne. Bon. Dans les mois chaotiques de l'hiver 2016, ces deux approches cohabitent, s'opposent parfois jusqu'au moment où elles finissent par se renforcer l'une l'autre. Je passe sur les détails d'une négociation digne d'un frélaire politique pour en arriver un mois après la fermeture de la route des Balkans, au 17 et 18 mars, lors d'un double sommet, Conseil européen et UE-Turquie, un accord avec la Turquie est trouvé, qui fait du pays notre garde-frontière. Dans les semaines qui suivent, le nombre d'immigrants qui affluent baisse fortement. On passe de 73 000 en janvier à 13 000 en avril. Un journaliste du Financial Times a écrit avec à propos: en termes diplomatiques, l'accord avec la Turquie a été l'un des premiers exemples d'une
UE qui mène une vraie réelle politique. » Fin de la citation. Mais pour cette même raison, le pacte suscita bientôt de grands remous. Les accords sur le renvoi des migrants étaient-ils bien conformes au droit international? L'Europe trahissait-elle ses idéaux en s'acoquinant avec l'autocrate Erdogan? Ankara renvoyait-elle en catémini des réfugiés en Syrie? Encourageait-on les réfugiés à emprunter la route Libye-Italie, plus dangereuse que les autres? Autant de questions très embarrassantes. Les organisations de défense des droits de l'homme et le HCR de l'ONU, habitués à être sur la même ligne que Bruxelles, étaient consternés. C'est à Donatus que revint la tâche de souligner auprès du public les choix politiques tragiques devant lesquels l'Europe était placée. Nous sommes donc peu après l'accord, début avril 2016, et ne l'oublions pas, nos sociétés tremblent encore à la suite des violences au Bataclan, ici à Paris, celle de la Saint-Sylvestre à Cologne, des attaques de Bruxelles, où je vis, lesquelles ont eu lieu à peine 3 semaines plus tôt. Exposant les deux accords devant le Parlement européen, caisse de résonance traditionnelle de l'indignation morale, le Polonais déclara, je cite, « L'accord avec la Turquie et la fermeture de la route des Balkans soulèvent des questions d'ordre éthique, mais aussi juridique, comme dans le cas de la Turquie. Même si je partage certains de vos doutes, il parle donc aux députés, si nous ne restaurons pas le contrôle sur la politique migratoire européenne, nous ne serons pas en mesure d'éviter des catastrophes politiques. Je veux parler de l'effondrement de Schengen, de la perte de contrôle sur nos frontières extérieures avec tous les risques en découlant pour notre sécurité, du chaos politique au sein de l'UE, du sentiment généralisé d'insécurité et, pour finir, du triomphe du populisme et de l'extrémisme. » Chers collègues, mesdames et messieurs, voici pour terminer notre premier exercice géopolitique quelques conclusions. Si je ne vous ai pas conduit ce soir au-delà des années 2014-2016, celle du réveil, je vous rassure, les 3 prochaines conférences se joueront en pleine actualité géopandémique. Nous avons commencé ce soir en constatant que l'Union a traditionnellement été mal équipée quant au discours et à l'action géopolitique, notamment en raison de son allergie aux frontières. Et pourtant, ce sont précisément les confrontations tumultueuses avec 2 grands États voisins qui l'ont obligée à regarder certaines réalités en face. Tout d'abord, en février 2015, pour favoriser la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on l'a vu, Merkel et Hollande ont négocié un compromis entre les présidents ukrainiens et russes en accordant la priorité aux chances de paix et à la préservation des vies sur la valeur du droit européen, international pur et dur. En second lieu, en mars 2016, on vient de le voir, pour contrecarrer le flux de migrants arrivant de Syrie en Grèce, les dirigeants européens ont conclu un accord éthiquement et juridiquement discutable avec la Turquie d'Erdogan au nom d'intérêts politiques supérieurs, qu'ils ont appelés supérieurs. 2 décisions géopolitiques fascinantes pour moi, mettant en scène la tension qui existe entre l'Union balise morale et l'Union acteur politique doué du pouvoir d'agir. À la fois un reniement des illusions de l'enfance et un soudain sursaut de maturité pour les Européens, un passage à l'âge adulte. Entre Crimée et Bosphore, entre 2014 et 2016, l'Europe a perdu son innocence géopolitique. Et comment des problèmes liés aux frontières ont-ils pu provoquer ce réveil? Quand même intéressant. C'est que ceux-ci nous définissent en tant que club par rapport au reste du monde. Ils s'imposent impitoyablement à l'esprit du public européen. Nous partageons des intérêts et non seulement des valeurs. Les problèmes frontaliers nous font percevoir que l'Union est un corps politique ancré dans l'espace et le temps, et
Et par là, on s'approche de l'essentiel. La frontière a cette capacité très concrète car elle présente deux côtés, même si nous la nions ou la déclarons taboue en interne. Eux, de l'autre côté, n'ont pas à se préoccuper de ces considérations. Notre identité politique d'Européens est donc en partie déterminée par les autres. Non pas parce qu'ils veulent nous tendre un miroir, mais parce qu'ils peuvent briser les fenêtres que nous avons préféré ignorer. En ce sens, l'expérience surpasse la théorie, l'histoire comme maître de la vie. Nous voici quelques 5 ans après ces chocs majeurs et ces tâtonnantes découvertes. Une perte d'innocence, certes, mais il reste un long chemin à parcourir. On reviendra brièvement sur les relations avec la Russie dans la 3e conférence, dans le contexte de celle que nous entretenons avec les États-Unis. Juste 2 remarques pour conclure à propos de la Turquie. Tout d'abord, il est quand même frappant de constater que ce pays s'impose de plus en plus comme un acteur régional en faisant désormais sentir sa puissance territoriale. En intervenant en Libye, en soutenant les Azeris dans leur guerre contre l'Azerbaïdjan et en défiant la frontière maritime de 2 États membres de l'UE, la Grèce et Chypre. Durant l'été 2020, la situation s'est aggravée au point que le président français a envoyé une force navale pour aider ces derniers. Toutefois, et c'est révélateur, au sein de l'Union, tout le monde ne prenait pas conscience qu'Erdogan gravissait à l'échelle de la violence. Mais quand même, les provocations territoriales contre la Grèce et Chypre violent notre frontière extérieure. Voilà pourquoi l'Union ne doit pas se contenter de jouer le rôle de médiateur privilégié par Merkel. L'Union est partie prenante dans cette affaire. Si un conflit éclatait entre le Texas et le Mexique, on ne demanderait pas à Washington de faire de la médiation. Et c'est surtout Macron qui comprend, abstraction faite d'une animosité très personnelle, qu'il s'agit d'abord d'une question de pouvoir et de contre-pouvoir et qu'il faut agir en conséquence. Il a encore rappelé hier soir à la télévision française. Paradoxalement, sur le terrain migratoire, on a tiré certaines leçons. À partir de 2015, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux, ont reconnu pour la première fois que la frontière matérielle entre la Turquie et la Grèce est également notre frontière commune. La responsabilité qui en découle en matière de prise en charge partagée des demandeurs d'asile ou le contrôle des frontières peine à prendre forme. Il y a toujours une impasse politique sur tous ces sujets, mais le principe est désormais ancré dans les consciences. La preuve en est la réponse fournie à Erdogan lorsqu'il a repris son chantage migratoire. Fin février 2020, il a carrément mis des réfugiés syriens et afghans dans des bus à la frontière ouest du pays, donc vers la Grèce. Et dès le 3 mars, les présidents du Conseil européen, de la Commission et du Parlement, la nouvelle équipe Michel von der Leyen-Sassoli, se précipitaient à la frontière gréco-turque, accompagnés du Premier ministre grec Mitsotakis et une caravane de journalistes et caméras. La Grèce, a affirmé von der Leyen d'un ton martial, est le bouclier de l'Europe. Pourtant, il y a eu un hic. Ce jour-là, les dirigeants de l'UE semblèrent en retard d'une guerre. Après tout, début mars 2020, ce n'étaient pas les flux migratoires qui constituaient la plus grande menace pour la sécurité et la prospérité de l'Europe, mais un envahisseur invisible beaucoup plus petit, le coronavirus. Celui-ci allait bouleverser toutes les relations, y compris les relations géopolitiques. Mais nous en parlerons la prochaine fois. L'Europe face à la Chine. Merci de votre attention et à la semaine prochaine, j'espère.